Hello les warriors! Aujourd'hui, pour le deuxième épisode interview du Femme Podcast, on échange avec Émilie, naturopathe, qui tient le compte Instagram @followtheglow. En plein confinement, on a bien besoin de se chouchouter et de prendre soin de nous. Émilie nous donne donc ses tips à la fois pour prendre soin de soi pendant son cycle menstruel et en période de confinement. Elle nous dévoile aussi tout sur sa profession et témoigne de son endométriose qui l'a amenée vers la naturopathie. Bonne écoute à toutes! Hello Émilie, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très belle journée. Bonjour merci Alice. beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous. Mais de rien, ça me fait très plaisir d'échanger avec Fempo et sa communauté. On est vraiment super heureuse de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Et en cette période particulière, en fait, on se dit qu'on a toutes besoin de prendre soin de nous pour vivre le confinement de manière plus agréable. Toi, tu es naturopathe et prof de yoga. Et on est sûr que tu as plein de conseils trop stylés à nous donner, à la fois pour prendre soin de soi pendant son cycle menstruel et aussi en période de confinement. Mais d'abord, je pense que le terme de naturopathe n'est pas forcément clair pour toute la communauté Fempo. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce qu'est la naturopathie et nous expliquer en quoi consiste ton métier ? Bien sûr, Alice. Alors, la naturopathie consiste à travailler sur le terrain de chaque individu pour équilibrer le fonctionnement de son organisme afin qu'il dispose de la meilleure énergie vitale et qu'il puisse préserver son capital santé. Si je devais un peu le résumer, ça va être la version européenne de la médecine chinoise et de la médecine ayurvédique. Donc on va vraiment prendre l'individu dans sa globalité. Cette pratique s'appuie sur 3 piliers principaux qui sont l'hygiène alimentaire, l'hygiène psycho-émotionnelle et l'hygiène physique. Et on va utiliser des techniques totalement naturelles et biologiques comme la phytothérapie, l'aromathérapie, la nutrition, la micronutrition, la réflexologie, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un naturopathe n'est pas un médecin qui posera un diagnostic. On n'est pas là pour ça, on est complémentaire à la médecine allopathique. On va accompagner les personnes, que ce soit sur leur hygiène de vie, mais aussi parfois quand ils ont des problèmes de santé, mais en travaillant en collaboration avec leur médecin. Est-ce que tu pourrais me décrire par exemple, expliquer ce que ça veut dire phytothérapie, aromathérapie, réflexologie? Je suis pas sûre que tout le monde connaisse. Alors, la phytothérapie et l'aromathérapie, ça va être l'utilisation des plantes, principalement. En aromathérapie, ça va être les huiles essentielles. En phytothérapie, ça va être les infusions, les teintures mères, les choses comme ça. La réflexologie, ça va être par exemple ce qu'on appelle la réflexologie plantaire. On va utiliser les points d'acupression au niveau des pieds en utilisant des massages avec les mains. Okay. Donc le naturopathe, il va être là comme on dirait un éducateur santé. On n'est pas là pour un symptôme, on vous donne un traitement entre guillemets et vous revenez nous voir avec un autre symptôme. Nous, on est vraiment là pour vous apprendre à avoir la meilleure hygiène de vie qui vous correspond et qu'ensuite vous puissiez vous-même continuer à être acteur de votre propre santé. Ok, super intéressant. Et je voulais te demander, on a reçu une question d'une membre de la communauté Fempo qui aimerait savoir comment devient-on naturopathe en France. Donc est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce parcours? Qu'est-ce que toi tu as entrepris pour pouvoir exercer ce métier? Alors, contrairement à d'autres pays, pour l'instant, le métier n'est pas encadré légalement. Il n'y a pas de diplôme d'État, donc on passe par des écoles privées. En général, c'est des formations de 1 ou 2 ans, ça dépend le format, si vous faites ça sur le week-end ou des sessions. Moi, ma formation a duré 1 an, personnellement. Et j'étais en intensif. D'accord. Et intensif, c'est-à-dire que c'était tous les jours? Tous les jours, ouais. Ok, très bien. Et je me demandais, qu'est-ce qui, toi, t'a amené vers ce métier de naturopathe? Alors, c'est mon histoire personnelle, parce qu'en 2015, on m'a diagnostiquée comme étant atteinte d'endométriose. C'est une maladie qui est, pour moi en tout cas, très invalidante au quotidien. L'endométriose, on a des cas très différents en fonction de chacune. Moi, j'avais énormément de douleurs, même en dehors de ma période de règles, parce que j'ai des douleurs qui s'appellent neuropathiques, ce sont les nerfs qui sont atteints. Donc j'ai été très très handicapée et on n'arrivait pas à trouver un traitement pour calmer mes douleurs. Je voyais un médecin de la douleur qui m'avait prescrit des antiépileptiques, des dérivés d'opium, des choses quand même... Après c'est la morphine, hein, le stade d'après, mais ça ne marchait pas. Ouais. Donc j'ai eu la chance en fait que ce médecin soit quelqu'un d'assez ouvert d'esprit et qui pratiquait la méditation.
Et elle m'a expliqué qu'il serait peut-être intéressant de me tourner vers ces techniques-là et de revoir mon hygiène de vie. Donc j'ai commencé à m'intéresser surtout à l'alimentation parce qu'à la base j'avais un diplôme de pâtisserie et j'avais déjà commencé à travailler sur tout ce qui était pâtisserie à indice glycémique bas. Donc là, je suis absolument passionnée par tout ce qui est alimentation, donc j'ai commencé par là. Et j'ai vu déjà des choses positives qui se sont passées sur mon corps. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un médecin anesthésiste qui était aussi hypnotiseur et qui m'a fait mes premières séances pour la douleur qui ont été très efficaces. Vraiment très efficaces. C'était la première fois que j'obtenais des vrais résultats avec des moments sans douleur parce que il fallait savoir que j'étais douloureuse 3 semaines par mois. C'était quasiment constant. Donc ça m'a vraiment encouragée à continuer à me renseigner. Et là, j'ai découvert les écrits du docteur Kousmine, du docteur Seignalé, du docteur Permuter, de Terry Walls, qui a fait notamment une conférence TED par rapport à sa maladie, la sclérose en plaques, et comment elle s'en est sortie, notamment par l'alimentation. Et donc en mettant toutes ces informations bout à bout, j'ai vraiment amélioré mon hygiène de vie et vu des vrais résultats. Je me suis dit que je ne devais pas rester seule avec tout ça. Je rencontrais de plus en plus autour de moi des femmes atteintes aussi d'endométriose qui étaient dans des états pas possibles. C'est une maladie qui est terriblement stressante et angoissante parce qu'on se retrouve dans des situations, par exemple, où on ne peut plus travailler. Donc imaginons une mère célibataire avec des enfants qui ne peut plus travailler, c'est juste pas possible. Donc là je me suis dit c'est plus moi qui suis concernée, c'est aussi beaucoup de personnes autour de moi. Donc il faut que je puisse partager tout ça, il faut que je continue à apprendre parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour aider dans cette pathologie mais aussi dans beaucoup d'autres pathologies parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui notre hygiène de vie est responsable de nombreuses pathologies qu'on appelle maladies de civilisation, comme le diabète, certains cancers, etc. Donc, ça a été... ce que j'aime dire aujourd'hui, c'est que l'endométriose est vraiment quelque chose de très dur à vivre. Au quotidien, même pour moi encore aujourd'hui, c'est très difficile, surtout que j'ai arrêté mon traitement, j'essaie de la gérer sans traitement. Mais ça a été une superbe opportunité, ça m'a permis d'en apprendre beaucoup sur moi, beaucoup sur mon corps, apprendre à mieux le comprendre et arrêter de le traiter en ennemi. Et aussi de rencontres, d'échanges, de partage et de transmission. Donc voilà comment je me suis orientée vers la naturopathie. D'accord. C'est vraiment super intéressant et très inspirant tout ce que tu dis. Et du coup, comme tu parles d'endométriose, j'ai envie de te poser des petites questions là-dessus. Tu disais que l'hypnose, notamment, t'avait vraiment aidé à gérer ta douleur et avoir moins mal. Et je voudrais savoir quels autres soins est-ce que tu as utilisé pour limiter les symptômes et est-ce qu'ils ont été efficaces? Et puis tu dis que par rapport à ton alimentation, tu as réussi à changer ton alimentation pour que tes douleurs d'endométriose soient moins importantes. Qu'est-ce que tu as changé exactement? Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils en fait naturopathiques pour les femmes de la communauté FEMPO qui sont atteintes d'endométriose pour les aider à mieux gérer cette maladie? Alors, en fait, c'est très simple. Il faut reprendre exactement les 3 piliers de la naturopathie. Ça, c'est vraiment la base. Enfin, il y a 2 bases pour moi. Il y a la première base, c'est d'accepter que notre corps a besoin de nous, qu'il n'est pas là pour nous trahir, pour nous faire défaut, qu'on est responsable de lui. Pour moi, ça a été une étape importante pour prendre soin de moi, pour avoir des progrès, parce que sinon, j'étais tout le temps en train d'être un peu brutale avec lui, de vouloir toujours aller plus loin, alors qu'il y a des moments où c'est juste impossible et que je devais accepter de le laisser se reposer et récupérer. Donc ça, pour moi, c'est déjà une étape fondamentale. Et la deuxième étape, ce qu'il faut se dire, c'est que entre l'hygiène nutritionnelle, l'hygiène psycho-émotionnelle et l'hygiène physique, c'est indissociable. On ne peut pas faire l'un et espérer des résultats globaux. Il faut vraiment enrober, avoir les 3 piliers pour réussir petit à petit à avoir des résultats. C'est un travail qui se fait sur le long terme. Moi là, ce que j'ai fait, j'étais sous traitement hormonal en continu, donc je n'avais plus mes règles, donc je n'avais plus mes douleurs pendant les règles, j'avais que des douleurs neuropathiques, donc je vais pouvoir te parler de ça. Mais aujourd'hui, j'ai arrêté le traitement, donc là, j'ai mes douleurs en fonction de mes cycles qui sont revenus, où là, j'ai pas encore totalement le recul parce que ça fait
quelques mois. J'ai mis des choses en place, donc j'attends d'avoir le recul. Donc sur cette première expérience avec traitement, ce que j'avais mis en place déjà, c'est une alimentation anti-inflammatoire. Donc il y a des aliments qui nous créent de l'inflammation, qui nous créent de l'acidité, qui va créer aussi de l'inflammation. Donc c'est un vrai travail là-dessus. Donc typiquement, on a le gluten, le lactose, trop de viande rouge, les produits transformés. Ça, c'est avec tous les additifs, les sucres qu'ils contiennent, c'est très néfaste. Le sucre aussi, le sucre est pourvoyeur d'inflammation et en plus il déstabilise notre microbiote, il va nourrir certaines bactéries et empêcher le développement d'autres bactéries. Donc il y a eu tout un travail sur cette alimentation que j'ai fait. En plus, j'avais des intolérances, typiquement les légumineuses, je ne les supporte pas. Donc ça, c'est une grosse étape à faire qui prend du temps parce qu'il faut vraiment être à l'écoute de son corps pour identifier ce qui nous gêne, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Parce qu'en fonction des personnes, on va par exemple mieux digérer les glucides ou les fibres, ou mieux digérer les protéines, ou mieux digérer les lipides. Donc c'est là où le naturopathe, son travail est très intéressant parce qu'il va vraiment s'adapter à chaque personne. On n'a pas de recommandation globale, c'est impossible. Enfin, il y a des indications. On va toujours vous recommander de manger plus de légumes, bien sûr. Mais après, il y a des adaptations à faire à chacun. Ensuite, il y a eu le travail sur l'hygiène psycho-émotionnelle. Donc là, j'ai commencé à travailler en hypnose. Donc mon hypnotiseur, en plus, enregistre les séances que je peux me repasser chez moi. Parfois, il m'arrive au milieu de la nuit d'avoir mal. Et je vais me réécouter les séances qui vont aider à calmer la douleur. Il y a la méditation, le yoga, bien sûr, que j'ai commencé à pratiquer, qui m'a été favorable. Et après, sur l'hygiène physique, au tout début, donc là, on parle vraiment du mouvement, etc. C'est primordial quand on a de l'endométriose parce que cette maladie va créer des adhérences et de l'immobilité dans les tissus, ce qui va créer des douleurs supplémentaires. Donc, il est vraiment important de garder un mouvement, une souplesse de tous nos tissus. Donc moi au début j'étais pas capable de faire du sport, mais quelque chose qui m'a toujours beaucoup aidé, c'est la marche. Marcher, vu qu'on est vraiment sur un travail au niveau des hanches, marcher m'a beaucoup aidé. Après j'ai mis en place le yoga, le sport que je fais en plus parce que je me suis renforcée, etc. Et tout ce travail est primordial, garder vraiment une souplesse des tissus. En plus ça nous libère de l'endorphine et voilà, donc c'est tout bénef. Mais il faut vraiment garder en tête qu'on ne peut pas juste faire une action sur l'alimentation, ce ne sera pas suffisant. Par exemple, il faut avoir cette globalité, prendre tout ça dans un ensemble. D'accord. Merci beaucoup pour tes conseils. Et je voulais aussi te poser une autre question par rapport à ton endométriose. Donc tu disais que tu avais découvert il y a quelques années que tu étais atteinte d'endométriose. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on peut se faire diagnostiquer en fait? Parce que toi, c'est un médecin qui te l'a dit, c'est ça? Alors en fait, j'ai eu la chance, encore une fois, de tomber sur une gynécologue qui connaissait un petit peu la maladie, qui m'a dit les signes dont vous me parlez, ça me fait penser à l'endométriose. Aujourd'hui, on a encore pas mal de délais pour le diagnostic parce que beaucoup de gynécologues, etc., ne sont pas forcément au courant. Et typiquement dans mon cas, la problématique que j'avais, on m'a fait passer des IRM, mais les lésions ne se voient pas forcément à l'IRM. Le mieux reste l'échographie, mais attention, il faut se faire une échographie par un médecin spécialisé qui s'y connaît. Sinon, l'échographe peut passer à côté des lésions. Donc, c'est vraiment important de savoir vers qui se diriger pour se faire diagnostiquer. Ok, très bien. Et dernière petite question par rapport à ça, quelle a été ta réaction à toi quand tu as appris le diagnostic? Est-ce que ça t'a soulagé? Comment t'as réagi? Alors, soulagement, oui, de savoir ce qui se passe. Parce que bien souvent, on nous explique un petit peu que c'est dans notre tête, sauf que ce n'est pas le cas. Donc, j'ai été soulagée vraiment d'avoir un diagnostic posé sur ma pathologie. Après, très sincèrement, perdue au début, complètement perdue. Je ne savais plus comment gérer les choses. Donc c'est normal d'avoir une période où on est complètement perdu. Pas hésiter à se faire aider et accompagner, surtout qu'il y a un aspect dont on ne parle pas beaucoup dans l'endométriose, mis à part les douleurs, c'est que c'est aussi une maladie de couple.
forcément, avec les douleurs qu'on a, les relations sont compliquées. Donc ça peut altérer la vie de couple. Donc il ne faut pas hésiter à se faire aider, surtout que pour notre entourage, c'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à conceptualiser, de se dire qu'on a une douleur chronique. C'est très très compliqué. Donc moi je recommande vraiment de ne pas hésiter à se faire entourer pour bien identifier, pour bien comprendre les tenants, les aboutissants, pour bien pouvoir préparer ses proches à comprendre la maladie. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour toutes ces explications détaillées à la fois sur l'endométriose et sur le métier de naturopathe. Et maintenant, il y a deux grands sujets qu'on aimerait aborder avec toi aujourd'hui. Mhm. Le premier, c'est comment prendre soin de soi pendant son cycle. Donc toi qui es à la fois naturopathe et prof de yoga, est-ce que tu aurais tout d'abord des remèdes naturopathiques à transmettre à la communauté FEMPO pour réduire les douleurs menstruelles? Alors, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit au début. Avant de penser en fait remède, faut vraiment penser à hygiène de vie globale. Parce que le remède va être entre guillemets un palliatif, mais ne va pas résoudre le problème de fond. Donc, c'est pas je prends un Doliprane et je repars dans la même problématique au prochain cycle. Donc, effectivement, moi, mon conseil avant tout, ce serait de revoir l'hygiène de vie pour régler le problème de fond. Parce que quand on a des douleurs pendant son cycle, des problèmes de syndrome prémenstruel, il y a une vraie inflammation. Donc, effectivement, le conseil, ce serait de travailler sur cette inflammation en revoyant l'alimentation, en travaillant sur son hygiène psycho-émotionnelle et sur l'activité physique. Après ça, effectivement, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place pour aider, comme par exemple les infusions de viorne ou l'huile essentielle d'estragon en massage sur le bas du ventre, mais ça sera que du palliatif pour gérer des petits symptômes. Ça ne sera pas suffisant si l'hygiène de vie n'est pas reprise en main. D'accord. Et par rapport à l'hygiène de vie, donc tu parlais tout à l'heure du sport dans cette hygiène de vie, est-ce qu'il y a des postures de yoga spécifiques qui sont efficaces pour atténuer les douleurs? Je sais qu'on parle souvent des postures, enfin, du fait qu'il faut éviter les postures renversées en période, Oui. inversées, pardon, en période de règles. Qu'est-ce que tu nous conseillerais là-dessus? Alors effectivement, tout ce qui est inversion, tout ce qui va être sollicitation de la ceinture abdominale, il faut éviter. Il y a une posture très sympa qui est très utilisée aussi pour les femmes enceintes, c'est Supta Baddha Konasana, la posture du papillon où on joint ses pieds ensemble, on fait une sorte de forme de diamant, on va dire, avec ses jambes et on est allongé sur le dos ou sur des coussins. Donc là, on va vraiment ouvrir au niveau des hanches et c'est une posture très très relaxante. Après, on peut aussi faire tout ce qui est alternance de la posture du chat et de la vache. Et l'enfant aussi pour vraiment se relâcher et se recentrer. Ok, merci beaucoup. Donc tu parlais tout à l'heure dans notre hygiène de vie, de quelle alimentation on pourrait utiliser, notamment pour diminuer les inflammations dues aux règles, par exemple de manger moins de gluten, d'aliments transformés. Et est-ce que tu aurais aussi des conseils d'alimentation pour diminuer les inflammations qui sont dues à la digestion? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a d'autres d'autres aliments qu'on pourrait utiliser? Alors en fait, effectivement, ça va être éviter tout ce qui est gluten, produits laitiers, le sucre. Alors je dis le sucre, c'est vraiment sous toutes ses formes. C'est pas parce que c'est du miel ou de la pâte de date que c'est pas du sucre. Ça reste du sucre même s'il y a des minéraux. Donc effectivement, réduire les formes de sucre, diminuer la viande rouge. On va aussi privilégier par exemple les aliments à indice glycémique bas. Donc par exemple, au lieu du riz blanc, ça va être du riz semi-complet. On va privilégier tout ce qui est fruits et légumes qui apportent beaucoup d'antioxydants, les oméga 3 qui sont anti-inflammatoires, tout ce qui est bonne graisse qui sont indispensables à notre corps. Il faudra faire aussi attention à tout ce qui est sensibilité aux fibres. Il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles aux fibres, notamment tout ce qu'on appelle les FODMAP, les fibres fermentescibles. Donc ça, il faudra regarder en fonction de chacun la sensibilité que l'on a. Ok, très bien. Et une dernière petite question qu'on a eue d'une femme de notre communauté. Est-ce que tu aurais aussi des conseils, notamment par rapport à notre hygiène de vie,
pour limiter l'apparition des boutons et les variations d'humeur qui sont dues au syndrome prémenstruel? Alors, pour tout ce qui est variation d'humeur, je peux que recommander une pratique régulière d'exercices de relaxation, par exemple de respiration, comme la cohérence cardiaque ou Nadi Shodhana qu'on retrouve en yoga, la méditation, le yin yoga. Ce qui est important de comprendre, c'est que comme un compétiteur qui prépare un concours, il ne va pas s'entraîner le jour J, c'est tout au long de l'année qu'il s'entraîne. Là, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment travailler son hygiène psycho-émotionnelle le plus régulièrement possible pour que les jours de difficulté, on soit préparé. Il faut savoir que le corps est intelligent et il retiendra ce qui lui fait du bien. Donc, il vous indiquera « Ah, je suis pas bien, c'est peut-être le moment de faire ça ». Ça deviendra assez instinctif. Ensuite, pour les boutons, là, effectivement, il y a toute la partie inflammation dont on parlait qui devrait aider déjà à réguler les choses. Et ensuite, dans le syndrome prémenstruel, on a souvent un excès d'œstrogène qui arrive. Donc là, par exemple, on a certaines plantes comme le gâtillier qui permet de rééquilibrer la balance hormonale en agissant au niveau de l'hypophyse, en encourageant la production de progestérone. Et on va essayer de chouchouter son foie qui aide à évacuer, à détoxifier les hormones. Donc là, il faudra éviter tout ce qui est polluant, tout ce qui est malbouffe. On va rechercher à avoir suffisamment de vitamines, donc privilégier, comme on disait, les fruits et les légumes. Et on pourra envisager après avoir une petite aide pour le foie, comme par exemple la décoction de romarin qui va aider le foie à détoxifier notre corps. Ok, très bien. Merci beaucoup, Émilie, pour tous ces conseils qui sont super instructifs. Et maintenant, il y a un deuxième sujet qu'on aimerait aborder avec toi. C'est le bien-être et comment prendre soin de soi en période de confinement, parce qu'on vit tous cette période un petit peu difficile en ce moment, et ça peut être source de stress, de tension pour certains, et ça peut être très difficile à vivre. Alors on voudrait te demander déjà, est-ce que tu aurais des conseils pour limiter le stress en cette période délicate? Alors, offrez-vous le plus de moments de cocooning. Prenez soin de vous, prenez soin de votre peau, de vos cheveux. On a la chance, malgré tout, d'avoir plus de temps pour nous. Donc, n'hésitez pas à en profiter et en abuser, à vous faire des petits moments spa. Et puis, comme on disait, faire des sessions de relaxation avec des exercices de respiration où vous avez des cours de yoga nidra ou de yin yoga sur YouTube. Moi, j'en ai publié récemment, un cours de yin yoga sur ma chaîne Follow the Glow. Donc il faut vraiment travailler cette gestion du stress, surtout que le stress, encore une fois, est pourvoyeur d'inflammation. Ça risque de baisser l'immunité et potentiellement vous rendre plus sensible au coronavirus ou aux symptômes du coronavirus. Donc effectivement, il faut garder en tête que travailler ce stress, c'est aussi vous aider dans votre immunité. Mm. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils en dehors de la relaxation, de prendre soin de soi avec du cocooning et tout? Est-ce que tu aurais des conseils pour renforcer spécifiquement nos défenses immunitaires? Alors, donc, encore une fois, on reprend toujours un peu la même chose parce qu'au final, la solution, on l'a en nous. C'est tout ce travail sur l'alimentation, l'activité physique, parce que l'activité physique est très importante. Elle va permettre de nous faire circuler les différents fluides qui recyclent les déchets. Ça va faire travailler nos organes qui traitent les déchets. Donc ça, c'est vraiment important de garder une certaine activité physique. Et après, tout ce qui peut aussi booster les défenses immunitaires, encore une fois, les fruits, les légumes. On a du soleil en ce moment, faire le plein de vitamine D, profiter du soleil, surtout le matin. Si vous avez l'opportunité, un jardin, un bout de balcon, une fenêtre ouverte, n'hésitez pas à vous mettre au soleil le plus possible. Et on a aussi la vitamine C d'acérola qui est très bonne pour booster l'immunité et l'énergie.
Ok, très bien. Et justement, tu parlais de notre baisse d'activité physique. Quelles sont les bonnes habitudes selon toi à mettre en place? Est-ce que toi, il y a une routine particulière que tu as développée pour ce confinement pour lutter contre cette baisse d'activité physique, justement? Alors, je suis quelqu'un qui déteste la routine, mais là où on a une formidable opportunité sur ce confinement, je pense que beaucoup l'ont remarqué sur les réseaux sociaux, il y a une solidarité énorme qui s'est faite chez les acteurs du santé et du bien-être. Beaucoup de professeurs proposent des lives sur Instagram, des vidéos YouTube, etc. Pour proposer un maximum de séances de sport différentes. Je crois que j'ai jamais vu autant de sports différents sur les réseaux sociaux. Donc c'est génial, ça permet à tout le monde de tester plein de choses. Donc la recommandation que je donne moi en général c'est au moins 2 à 3 heures de sport par semaine. Après certaines personnes préfèrent 30 minutes au quotidien, ce qui est très bien aussi. Donc effectivement avoir cette activité physique régulière, il est important de transpirer, de faire bouger votre corps, je vous disais, pour évacuer tous les déchets et les toxines. Mais c'est aussi des mouvements quotidiens qui sont importants, qu'on appelle le NEAT, c'est l'activité, les exercices non physiques qui vont permettre de faire travailler quand même le corps. Donc par exemple la marche, le fait de cuisiner, le fait de monter des escaliers, le fait de jardiner, etc. Donc faire un maximum de mouvements dont on n'a pas l'habitude. Par exemple, ne pas hésiter à jouer avec ses enfants aussi. C'est souvent, ça nous permet de faire des mouvements qu'on avait un petit peu oubliés. Donc ça, faut vraiment pas hésiter. Donc faire le plus de mouvements possible, plus cette activité physique supplémentaire, c'est vraiment primordial. Et est-ce que tu aurais aussi des astuces beauté simples à mettre en œuvre avec ce qu'on a sous la main chez soi, par exemple? Oui, là j'ai publié également une petite vidéo il y a quelques jours sur ma chaîne, un petit tuto pour faire un gommage pour le corps maison avec des ingrédients très simples, de l'huile d'olive, du sel, un peu de miel. Il y a des choses vraiment très simples avec des ingrédients qu'on a dans notre cuisine qu'on peut faire. Donc n'hésitez pas, hein, l'huile d'olive ça ne sert pas que pour la cuisson et l'assaisonnement, on peut aussi l'utiliser pour notre corps, on peut l'utiliser, on a aussi par exemple l'huile coco qui fait un magnifique masque pour les cheveux. Donc ne pas hésiter à en mettre, en plus vu qu'on sort pas, on s'en fiche d'avoir les cheveux gras, j'ai envie de vous dire. Donc en mettre le matin, bien répartir sur tout le cuir chevelu et les longueurs, laisser poser toute la journée et le soir faire notre shampoing habituel. Et c'est vrai que c'est très efficace. Oui, c'est vrai. Super. Et est-ce que tu aurais aussi un dernier petit conseil pour la communauté Fempo? Oui, bien sûr. Alors, je sais que le contexte est vraiment difficile pour chacun d'entre nous parce qu'on a des proches qui peuvent être touchés par le coronavirus, parce qu'il y a beaucoup de stress à la maison. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin. Il y a un manque de liens sociaux avec nos proches. On a envie vraiment de pouvoir revoir tout le monde rapidement. Mais il ne faut pas oublier que dans chaque difficulté que nous rencontrons, il y a des belles opportunités d'apprendre et de sortir grandi. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de se poser la question pendant ce confinement, qu'est-ce que ça nous apporte de positif dans la vie et comment je pourrais le réutiliser une fois que ce sera fini. Super. Bah, merci beaucoup, Émilie, pour tous tes conseils, pour ces derniers mots qui sont très positifs et qui nous mettent de bonne humeur pour commencer la semaine. Merci pour tes explications et pour le temps que tu as pris pour cet échange. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Et je suis sûre que ça donnera plein d'idées aux femmes de la communauté Fempo pour vivre leur confinement différemment. Eh ben, je suis ravie. Merci Alice. C'était vraiment un échange enrichissant. Bonne journée. Merci. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez vous aussi des conseils et astuces pour prendre soin de soi pendant son cycle ou en période de confinement, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire ou par message. Et si vous avez des questions pour Émilie sur la naturopathie, son témoignage ou sur tous les conseils qu'elle nous a donnés, envoyez-les nous pour qu'on les lui transmette. Vous pouvez aussi aller regarder ses vidéos sur sa chaîne YouTube Follow the Glow ou aller sur son compte Instagram @followtheglow. On vous mettra tout ça en lien en commentaire de la vidéo. Pour la semaine prochaine, on interviewera Fabienne, gynécologue. Si vous avez des questions que vous avez envie de lui poser, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer par message. À bientôt les warriors!